Merci pour votre fidélité au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité en justice pour commencer ce mercredi où l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall sera face à la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il devra répondre dans le fond de l'affaire de corruption présumée portant sur 50 millions de francs CFA. Jusque-là, il nie les faits qui lui sont reprochés. Et puis l'affaire des véhicules de l'Assemblée nationale, Bachir Fofana convoqué à la DAC ce mercredi. La plainte émane du président de l'Assemblée nationale lui-même. Il est reproché à Bachir Fofana, chroniqueur à la Sen TV, d'avoir tenu des déclarations récentes mettant en cause un marché public de véhicules. Et pour terminer, temps dur pour la presse sénégalaise. Économiquement parlant, le CORED annonce être contraint de fermer ses bureaux faute de moyens, dit-il. Le retard de décaissement du Fonds d'appui et de développement de la presse est pointé du doigt. L'organe demande une attention particulière de l'État en ce sens. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais pour commencer ce nouveau drame, ce mercredi à Touba, qui a été le théâtre d'un nouvel effondrement d'immeubles. Le bâtiment en construction de 3 étages s'est affaissé sur une maison à usage d'habitation. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et 2 blessés. Le préfet de Mbaké, le sous-préfet de Ndam et le maire Abdoulaye Hadka sont sur les lieux du sinistre. Les opérations de secours se poursuivent très probablement. Nous aurons plus d'informations très prochainement. En attendant, Haute Cour de justice, ce mercredi, sauf changement, l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall sera auditionné par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. A rappelé qu'il est au centre d'une affaire de corruption présumée portant sur 50 millions de francs CFA. L'universitaire inculpé et placé sous bracelet électronique devra s'expliquer face aux 2 co-accusés devenus témoins à charge. L'entrepreneur Chergué et l'ancien directeur des constructions du ministère de la Justice Ismaïla Madior Fall nie en bloc, assurant avoir refusé l'argent qu'il qualifie de don et l'avoir restitué à son propriétaire. Pendant ce temps, l'affaire liée à l'acquisition de véhicules par l'Assemblée nationale prend une tournure judiciaire. D'après les informations de Libération, le président de l'institution, El Malik Ndiaye, a déposé une plainte contre les journalistes Bachir Fofana et Adama Gueye. La plainte introduite par Maître Bamba Cissé au nom de la 2e personnalité de l'État vise notamment des faits présumés de diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Et toujours sur cette affaire, le député Baran Fofana, lui, se dit en déphasage avec la posture de Guy Marius Sagna. Il accuse ce dernier d'avoir changé de position pour se mettre, lui, en lumière. Sa réaction. Guy Marius Sagna, Guy Marius Sagna cherche le buzz. Il dispose de toutes les informations sur le coût des véhicules et sous le régime de Macky Sall, il était favorable à leur acquisition. C'est pas normal. À l'époque, il expliquait qu'il était contre l'octroi d'indemnités de transport et préférait l'achat de voitures, tout en accusant l'ancien président de la République de leur être défavorable. J'assume mes responsabilités pour payer les véhicules, pour les débuter. Après, mais aujourd'hui, il s'oppose à cette même idée. J'ignore ce qui a pu se passer entre-temps. Très probablement, c'est le débat suscité par cette affaire qui l'a poussé à changer de position pour attirer l'attention sur lui. Attirer l'attention population, mais il a donc préféré faire une sortie médiatique pour critiquer le choix du président de l'Assemblée nationale. Il reste fidèle à sa logique politique, donc celle qui a contribué à construire sa notoriété. Il ne s'en départira sans doute jamais, au point d'oublier même qu'il appartient désormais à la majorité présidentielle. En s'exprimant ainsi, il a clairement marqué un but contre son camp. Voilà. Parce que On reste avec les questions autour de l'Assemblée nationale. L'affaire Azer Power n'en finit pas. Le député de l'opposition, Pape Djibril Fall, a officiellement saisi le président de l'institution pour réclamer la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. L'objectif, faire lumière sur l'attribution d'un marché d'électrification rurale à la société AE Power par l'agence sénégalaise d'électrification rurale.
Et puis, cher Omar Diagne, pendant ce temps, dénonce un décalage entre le discours et les actes du régime en place. Invité de l'émission 7 Politique sur la 7 TV, hier, l'ancien directeur des moyens généraux de la présidence appelle à rompre avec un modèle économique qu'il juge hérité du colonialisme. Il exhorte les autorités à adopter une nouvelle approche. Le Premier ministre déjà, c'est un discours souvent notre transformation de nos matières premières, industrialisation. Il y a une différence entre le discours et les faits. Ça, c'est vrai aussi. Le discours est bon, mais dans les faits, il y a une absence extraordinaire. Madame, nous devons discuter du modèle économique du Sénégal. Nous devons discuter modèle, quelles sont les priorités qu'on doit lui donner, quels doivent être les moteurs de l'économie, quels doivent être les moyens de production qu'on doit prioriser, dans quel secteur doit-on orienter les ressources, d'où devons-nous tirer les ressources nécessaires à notre transformation, etc. etc. Les enjeux, sincèrement, à l'ère actuelle de l'intelligence artificielle, de l'économie bleue, l'économie numérique. Aujourd'hui, nous devons de manière sérieuse le professeur Amadou Ali Mbaye donne positionnement stratégique. Et il avait totalement raison. Le Sénégal, comme tous les autres pays africains, n'ont pas ce positionnement stratégique-là. Nous évoluons dans un environnement géographique, institutionnel, réglementaire et même un environnement d'affaires. Nous avons un agenda en réalité. Rapport d'exécution budgétaire à présent pour rétablir la soutenabilité des finances publiques. Le gouvernement doit procéder à un redressement budgétaire le plus rapidement possible de l'avis du professeur Amath Ndiaye. Selon l'économiste, cette mesure devrait permettre d'esquiver le risque de surendettement qui plane aujourd'hui sur la croissance économique du Sénégal. Le Sénégal vit en ce moment au-dessus de ses moyens. C'est le point de vue du professeur Amath Ndiaye, après avoir parcouru les rapports d'exécution budgétaire du 4e trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025. De l'avis de l'économiste, la situation des finances publiques sénégalaises est très préoccupante. Bon, j'ai relevé 5 points. C'est que ce qu'on me dit, c'est que les recettes fiscales ont bien augmenté en 2025 par rapport à 2024. Mais les ressources extérieures sont presque inexistantes. Ça, c'est quand même un peu inquiétant. En termes de dons, c'est très limité. Mais ce qu'on a noté aussi, qu'il y a une explosion des charges d'intérêt, les intérêts de la dette. Et ça, c'est une préoccupation. Et quatrième préoccupation, c'est que aussi les investissements publics ont beaucoup diminué. Et donc, je pense qu'il va falloir rectifier à ce niveau. L'enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD se dit préoccupé par le déficit budgétaire, estimé à 12%. Selon lui, l'État encourt un risque énorme de surendettement. Donc ça devient insupportable parce que dès que vous avez un déficit budgétaire, il faut vous endetter. Mais si le déficit est très élevé, à 12%, alors que la bonne norme d'un déficit 5, si on peut dire, c'est 3%. Mais si on a 12%, et ça va être très difficile. Un redressement budgétaire s'impose comme une urgence afin de rétablir la soutenabilité des finances publiques, d'après lui. Il faudra réduire peut-être le train de vie de l'État en termes de dépenses fonctionnelles. Il faudra regarder la question de subventions. Et ça, c'est très sensible. Les subventions coûtent cher. Donc, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, le gouvernement ne va pas avoir la capacité financière pour mener, mettre en route sa vision 2050. Là, il va courir dans le cercle déficit budgétaire endettement. Ce redressement exige un réel courage politique, car il impliquera nécessairement des décisions difficiles et parfois sensibles sur le plan social, avertit l'expert. Parlons toujours de finances publiques. Bonne nouvelle de la Banque mondiale qui a approuvé un financement de 115 millions de dollars, soit environ 65 milliards de francs CFA pour accompagner les réformes budgétaires du Sénégal. Ce soutien financier accordé par l'Association internationale de développement vise principalement à renforcer la gestion des finances publiques, améliorer la soutenabilité de la dette et accroître la mobilisation des ressources internes. Ce financement s'inscrit dans le cadre du programme pour la transparence dans la gestion des finances publiques 2025-2029 aligné sur la vision 2050 du pays, rapporte un communiqué émanant justement de l'institution financière.
Pendant ce temps de la Nation, dans les titres, le contexte économique est défavorable pour la presse sénégalaise. Le CORED annonce être contraint de fermer ses bureaux faute de moyens. Le décaissement du FADP tarderait toujours, et ce depuis 2 ans. Le gouvernement, garant de la fiabilité des structures médiatiques, est alors interpellé. Il lui revient, d'après l'organe, de diligenter la mise à disposition de ce fonds qui constitue un droit pour l'ensemble des organes de presse du pays. Le blocage prolongé de ces ressources compromet gravement la régulation et le bon fonctionnement du secteur médiatique national. Parlons d'éducation à présent. À quelques jours du bac 2025, une révision générale a été offerte hier par la nouvelle orientation unitaire de la Médina. L'initiative était dirigée par Maguedien, professeur de français que nous écoutons. L'objectif, c'est d'accompagner les élèves pour un bon fonctionnement et surtout pour une bonne prise en charge de leur examen au baccalauréat. On sait que le bac profile à l'horizon et c'est le premier diplôme universitaire. Donc nous avons l'obligation de les accompagner pour la réussite de cet événement. La révision, c'était en français. On a fait un bref rappel des différents genres littéraires, des exercices littéraires, mais surtout des conseils pratiques pour réussir vraiment le bac avec brio. Et je pense que la NOUM vraiment est à féliciter. Parce que ça, c'est un exercice qui mérite vraiment d'être vulgarisé, parce que des gens qui nous viennent de partout et qui ont accès dans la salle gratuitement, avec l'aide des partenaires, je pense que ça mérite vraiment une reconnaissance. J'ai vu même des élèves qui nous viennent du privé. Moi, j'ai des élèves qui nous viennent de Cédar, j'ai des élèves qui nous viennent de Birago. Il y a beaucoup d'élèves qui sont venus aujourd'hui, qui nous viennent des écoles publiques comme privées. En milieu éducatif, toujours à Louga, l'accès à l'eau potable dans les établissements scolaires reste un défi majeur, exposant les élèves à des risques sanitaires. Pour y remédier, le conseil départemental, en partenariat avec le département français du Doubs, s'ambitionne d'y apporter une solution durable. Si 2025-2026, entre 2025 et 2026, ce que nous voulons, c'est que chaque école soit dotée d'une eau saine, et notre ambition est de tout faire pour que les élèves puissent être en bonne santé, parce qu'il ne s'agit pas de leur doter de l'eau. Il est important de les accompagner. Mais au Sénégal, il y a une nouvelle politique, c'est de l'eau en bouteille. C'est ce filtrage que nous voulons avoir à travers les établissements au niveau de Louga. Ce que nous voulons, c'est que les CM et autres lycées dans chaque commune, que nous puissions installer ce filtrage pour que les élèves restent en bonne santé. Nous voulons que les CM et les lycées dans la commune nous montent pour que les élèves soient en bonne santé. Direction Ngor à présent, la semaine mondiale de l'environnement bat son plein. Le maire invite à une réflexion collective sur l'érosion côtière et l'avancée de la mer. Il appelle l'État à s'engager davantage pour faire de Ngor une destination touristique forte et résiliente. Lors du 18e congrès mondial du club des plus belles baies au monde, Ngor a réussi à intégrer le club des plus beaux sites littoraux de la planète Terre, prétexte pour qu'à l'occasion de la semaine de l'environnement initiée par la municipalité, le maire Maguey Ndiaye est revenu sur l'importance et la portée de cette activité qui participe au rayonnement de la commune. Nous ne sommes pas limités à une journée, mais nous en faisons toute une semaine. Et cette semaine commence par un panel où on invite des spécialistes qui vont débattre des questions liées à l'environnement, à l'écologie, parce qu'on Ngor également a ce qu'on a de plus précieux, c'est notre environnement, parce que nous avons un écosystème assez spécial, nous avons un environnement spécial, nous avons une baie qui a été classée tout récemment parmi les plus belles baies au monde, donc ce qui exige une responsabilité supplémentaire, donc c'est l'importance de cette journée. Cette deuxième édition du genre a vu la participation d'experts en la matière, mais surtout de la présence du représentant du ministre de l'Environnement. Nous allons mettre en place des équipes qui viendront donc sur place accompagner Monsieur le maire et ses équipes dans cette importante activité qui est une activité dévolue au ministère de l'Environnement, mais qui est portée en main de maître par Monsieur le maire de la commune de Ngor. Ngor, havre de paix et de repos,
Le maire invite les autorités à davantage accompagner les collectivités, notamment sur la question de l'avancée de la mer et l'érosion côtière. L'avancée de la mer, c'est des questions qui nous dépassent. Les solutions, c'est des solutions lourdes d'investissement. Donc, c'est inviter l'État à échanger avec la collectivité, à accompagner la collectivité à aller vers ça. Nous avons une île également. Donc, qui dit, nous avons cette spécificité. Nous avons une île, nous avons une baie classée parmi les plus belles au monde. Donc, nous avons l'obligation, mais ce n'est pas que Ngor, parce que la baie se trouve au Sénégal. Donc, c'est l'État du Sénégal qui est invité. C'est l'État du Sénégal aujourd'hui qui est sensibilisé et qui devra se mobiliser. Cette journée d'ouverture constitue un nouveau départ pour davantage faire de Ngor une destination touristique. Sur notre registre, le festival du Zikr est prévu, ce 26 juin au Théâtre National Daniel Sorano. En prélude à l'événement, un panel inaugural a été organisé au Centre culturel d'Outasek. Sherfal, qui est l'initiateur du festival, est revenu sur cette cérémonie dont l'objectif est de revisiter l'œuvre de Cheikh Ibrahim Niasse. Tout ça, on l'a fait pour manifester notre amour et montrer l'œuvre de Maulana Cheikh Ibrahim Niasse à travers ses écrits, à travers son parcours sur le panafricanisme et la mondialisation. Cheikh Ibrahim, c'est un grand homme spirituel, mais il a beaucoup œuvré pour le panafricanisme. Il a beaucoup soutenu nos chefs d'État qui étaient des présidents d'Afrique panafricains. Nous pouvons citer Kwame Nkrumah et tant d'autres, Yankuba Gowon et tout ça. Et cet héritage spirituel et cette brassage spirituel qui nous a animés à organiser ce grand festival pour rassembler toute la communauté Tijaniya de la voix de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Et ce panel est organisé juste pour, c'est la journée inaugurale pour démarrer le festival. Et nous donnons tout le monde rendez-vous ce jeudi, Inch'Allah Rabbi, au Théâtre National de Daniel Sorano pour célébrer notre amour envers Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Ce sera ce jeudi 26 juin à partir de 19h. L'entrée est libre et gratuite. Ce sera un concert spectaculaire. Il y aura du spectacle, son et lumière. Mais nous restons toujours dans la logique de l'islam. On termine à l'international, plus précisément au Tchad, en détention depuis presque 40 jours. Maintenant, l'opposant tchadien et ancien Premier ministre Succès Masra a annoncé entamer une grève de la faim. Dans une lettre adressée à ses partisans, il exprime son incompréhension face à son incarcération. Et pour rappel, arrêté le 16 mai dernier, l'ex-candidat à la présidentielle est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation graves, notamment incitation à la haine, révolte, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépulture. Sa demande de libération provisoire déposée le 19 juin a été rejetée par la chambre d'accusation. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les sujets relevant de l'économie font la une des quotidiens parvenus ce mercredi sur le sujet du débat suscité par le rapport d'exécution du budget de l'État. Dans cet esprit, enquête, par exemple, pointe les lenteurs relatives aux investissements au Sénégal en prolongeant l'analyse des chiffres des rapports d'exécution du budget de l'État portant sur fin 2024-début 2025. Selon le journal, si l'argument relatif aux lourdeurs du Code des marchés publics n'est pas dénué de tout fondement, les experts épinglent aussi la volonté du Premier ministre de vouloir tout centraliser, sans compter les grands défis du financement des grands projets de l'agenda 2050. Mais selon Source A, c'est l'opposition qui fouille Cheikh Diba, la direction du budget envoyée au front. Selon Pape Malick Ndour, près de 40 milliards de recettes manquent dans les réalisations du premier trimestre 2025. Sur la tribune, cette gestion budgétaire incohérente et peu sincère. L'État s'entretient mais n'investit pas. Pour Vox Populi, ce sont des chiffres qui révèlent pourquoi le pays est en panne. Selon Thierno Bokoum du mouvement Agir, selon Pape Malick Ndour toujours, il enfonce le clou car selon lui, le train de vie de l'État explose au détriment des investissements structurants qui sont censés tirer la croissance, dit ce cadre de l'ancien parti au pouvoir. Même son de cloche pour Peuple le quotidien, un budget de confort mais pas de rupture. Selon le journal, le gouvernement dépense 1 milliard de francs CFA par jour. Où sont donc passés nos 40 milliards, s'interroge pas Malick Ndour. Dans l'info par rapport à l'exécution budgétaire du premier trimestre 2025 et du premier trimestre 2024, l'économiste Maïssa Babou déclare: l'économie est plombée quand l'État n'investit pas et ne gère que les dépenses courantes. Selon lui,
lui, on pouvait rationaliser certaines agences. Ce sont des postes de dépenses qui pèsent lourdement sur le budget de l'État. En encore Walf Quotidien, une polémique nourrie qui remet au goût du jour la persistance des anciennes pratiques décriées sous le précédent régime en matière de salaire, indemnités, privilèges, entre autres. Dans les ministères et les directions générales, les remplaçants du régime de Benno sont tous à l'abri, bien soignés, poursuit Walf Quotidien. Mais selon les Échos, ce sont les maires et le président du conseil départementaux qui sont dans le dur avec la baisse du fonds d'équipement des collectivités territoriales. Sud Quotidien met en exergue l'importance stratégique du champ pétrolier Sangomar dans l'approvisionnement énergique du Sénégal, précisant que 70% de la production de la société africaine de raffinage provient du champ, les 30% restants de la production nationale étant compensés par des importations en provenance du Nigeria, principal fournisseur régional en produits pétroliers. Le Soleil parle du Premier ministre Ousmane Sonko qui va intervenir ce mercredi au Forum économique mondial de Davos, abrité par Tianjin, une ville du nord de la Chine, pays dans lequel le chef du gouvernement effectue une visite officielle depuis samedi. En sport, en lutte avec frappe, Tribune Sport souligne que Zarco, battu par Sathiès, charge le CNG. Record titre, l'Europe s'arrache à Habib Diarra. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci. Bonne suite de programme sur la 7 TV.